Bonjour tout le monde, bien content d'être avec vous. Donc, ma présentation a porté sur ce que j'appelle la révélation publique de la violence sexuelle. Je l'appelle, j'ai inventé le terme évidemment, c'est même pas un concept, mais ça prend un peu de distance par rapport à l'expression dénonciation qu'on entend plus souvent. Donc, révélation publique de la violence sexuelle sur les réseaux sociaux merci beaucoup, qui constitue aujourd'hui une stratégie de premier plan des victimes pour briser le silence, selon l'expression consacrée. Et je vais situer ces pratiques dans une histoire à la fois récente et ancienne de résistance, pour considérer que les pratiques en question, et l'histoire aussi d'ailleurs, accomplissent un important travail féministe de solidarité et de conscientisation qui ne bénéficie pas qu'aux victimes de violences sexuelles, qu'elles soient avérées ou potentielles. Donc, je propose de partager avec vous certains résultats de ma propre réflexion sur ces retombées, de la révélation publique sur les réseaux sociaux, de rendre compte de certaines analyses qui permettent de mieux saisir, à mon sens, la portée individuelle et collective du témoignage en ligne et de la dénonciation publique d'agresseurs. Et ce, bien au-delà d'une hypothétique culture de l'annulation, alias l'infamous cancel culture. Ma présentation, elle a plusieurs points d'appui. Elle émane de mon travail de thèse et de recherche que j'ai effectué dans le cadre de divers mandats d'expertise juridique pour des litiges civils intentés par ou contre des victimes de violences sexuelles. Et certains éléments du PowerPoint que je vous présente ont ensuite été assemblés pour une formation qui était destinée à des juges fédéraux, avec la complicité de Rachel Chagnon, qui est prof en sciences juridiques à l'UQAM, ainsi que de Christine Toer et Chantal Aurousseau, qui sont en communication sociale et publique, toujours à l'UQAM, et dont je mobilise d'ailleurs certains travaux de recherche sur le témoignage en ligne dans le contexte d'agressions non dénoncées. Alors, entre les témoignages dans ce cadre-là ou dans le cadre de MeToo, jusqu'à diffusion de listes d'agresseurs, l'angle d'approche que je privilégie pour ma part consiste à interroger ces modes d'action pour ce qu'ils donnent à voir sociologiquement, à commencer par la vulnérabilité structurelle des victimes et leur capacité individuelle et collective de reprise de pouvoir face à la culture du viol. Le concept de culture du viol, pour aller rapidement, il a été mis en circulation par les féministes radicales états-uniennes dans les années 1970 et il connaît depuis une dizaine d'années un regain de popularité. La portée politique de ce concept tient notamment au fait qu'il permet d'expliquer et surtout de mettre en évidence les conditions socio-culturelles de production et de reproduction de la violence sexuelle. Une culture du viol réfère à un vaste ensemble de discours et de pratiques qui tolèrent, minimisent, banalisent, voire encouragent tout un continuum de violences sexuelles. La culture du viol, elle peut être véhiculée par des comportements individuels et collectifs, par les médias, les œuvres artistiques, la publicité, mais aussi par l'action et l'inaction des institutions et des autorités. Et la culture du viol est souvent associée à une réponse sociale qui blâme les victimes pour les violences qu'elles subissent et qui tend aussi à placer la responsabilité de la prévention sur les victimes potentielles. Alors, on va voir que les thèmes de la visibilité, de la reconnaissance, de l'imputabilité jusqu'à un certain point reviennent comme un leitmotiv dans les réalités que nous allons discuter, des réalités dont les féministes s'efforcent depuis de nombreuses décennies de révéler l'ampleur, la fréquence, les portées et les significations. Parce que témoigner publiquement d'un vécu de violence sexuelle
Ça n'a pas commencé avec MeToo et ça n'a pas non plus commencé avec les médias sociaux. Hein. La prise de parole comme stratégie pour briser le silence sur cette violence apparaît comme une caractéristique primordiale des mobilisations féministes passées et présentes. Et d'un point de vue historique, on peut relever le rôle déterminant du partage collectif dans les speak-out à New York, aux États-Unis, les groupes de conscientisation, incluant au Québec. Le partage de vécus intimes et la collectivisation des témoignages qui se produisent dans ces espaces s'engagent en vertu d'un principe très important pour les féministes, à savoir que le personnel est politique. C'est un postulat emblématique qui apparaît toujours mobilisé à l'ère MeToo. Affirmer que le personnel est politique, c'est-à-dire affirmer le caractère politique du personnel, de l'intime, du sexuel, inscrit les relations entre les femmes et les hommes dans des rapports de pouvoir qui structurent non seulement ces relations, mais l'ensemble de la société. Le personnel est politique met aussi en lumière ce qui se passe dans la sphère domestique, où les femmes étaient traditionnellement reléguées, ce qui ne veut pas dire qu'elles en sont complètement sorties non plus d'ailleurs, et c'est-à-dire aussi ce qui était communément donc maintenu en dehors du politique. Ce travail de mobilisation et de resignification qui a été produit par les féministes depuis les dernières décennies a favorisé, on en est bien conscient et consciente ici, des avancées significatives sociales, juridiques, politiques, etc. Ce travail féministe est aussi accompagné du développement d'outils théoriques comme la notion de culture du viol et de pratiques d'intervention fondées donc sur le vécu expérientiel des femmes. À partir de 2014, on voit donc les cycles successifs d'un mouvement mondial dans les espaces socio-numériques. Avec la sociologie des mouvements sociaux, on peut concevoir ce que les médias qualifient de vagues de dénonciation plutôt comme des cycles de mobilisation. Ce concept de cycle de mobilisation vise à comprendre la croissance et la décroissance de vagues d'actions protestataires qui ne devraient pas être confondues avec les cycles d'attention médiatique. Autrement dit, hors de la loupe des médias, il se passe quand même des choses. Et c'est assez récent, en fait, que les médias s'intéressent à ce que font les féministes, ce qu'elles disent et ce qu'elles pensent. Donc, en ce sens-là, MeToo peut-être innove, mais s'inscrit dans des luttes féministes anciennes et également dans l'histoire plus récente du féminisme, dont on voit ici quelques moments, quelques cycles. Je ne reviens pas là-dessus, faute de temps, mais disons que grâce aux réseaux sociaux, le message, en l'occurrence le témoignage, la révélation, se trouve amplifié et peut avoir un effet viral. Et pour nous, chercheuses, le cumul de traces numériques des discours sur la violence constitue une sorte d'archive de la culture du viol et des actions pour la contrer. Il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles survient cette révélation publique. Je ne m'attarde pas non plus sur cet aspect-là des choses. Vous voyez que les femmes et les victimes, en général, ont l'embarras du choix. En général, elles vont faire leurs révélations sur des plateformes qu'elles fréquentent, qu'elles connaissent déjà. Et on peut les considérer comme des espaces de mise en visibilité et comme des canaux informels de dénonciation. Elles y font différentes formes de contribution en mode 2.0, c'est-à-dire que c'est elles qui gèrent et qui produisent ces contenus. On parle donc de dénonciation, de dévoilement, de témoignages, de récits, des commentaires sous une publication, des vidéos, etc. Le récit d'agression s'inscrit dans des parcours de témoignages
dans un processus qui peut se dérouler sur plusieurs mois, sur plusieurs années, et qui nécessite minimalement de se reconnaître comme victime ou comme survivante, ce qui n'est pas évident. Le témoignage en ligne connaît aussi plusieurs temporalités. Parfois, c'est un récit qu'on laisse mûrir longtemps, et parfois, c'est un commentaire qui est livré sur le vif, en réaction, par exemple, au témoignage d'une autre femme sur les réseaux sociaux. Les canaux de cette dénonciation informelle, pour le dire comme ça, que peuvent devenir Facebook, Twitter, Instagram, permettent 3 principaux modes de publication suivant la typologie proposée par Turkheimer, en ce qui concerne toujours la révélation publique d'un vécu de violence sexuelle. Alors, une personne peut révéler en s'identifiant ou en restant anonyme. La personne mise en cause, que j'appelle parfois l'agresseur, peut être nommée ou non. Et l'accès à la publication peut être restreint ou complètement public. Les études qualitatives sur les motivations ou les impacts, c'est selon de la participation au mouvement, rapportent un effet de reprise de pouvoir, l'empowerment, qui est un principe pilier de l'intervention féministe. Les participantes mettent à profit une familiarité avec les plateformes numériques pour développer une capacité d'agir, de reprendre du pouvoir face à la violence sexuelle et au blâme des victimes typiques de la culture du viol. Elles peuvent contrôler le narratif par rapport à, par exemple, se confier à une ou un journaliste. Elles peuvent faire des choix pour produire leur prise de parole ou comment et quand elles le veulent. On relève la force politique des mots-clics qui aident les victimes à se connecter entre elles aussi. Et je vais développer un petit peu plus sur les motivations individuelles et les impacts des témoignages en ligne et dénonciations d'agresseurs. D'abord, il est évident que les victimes ont de nombreuses raisons individuelles de participer au mouvement collectif. Mais un trait commun est que peut-être la révélation publique engage un travail sur soi, un travail féministe, émancipateur. Donc, on peut y voir un moyen de canaliser sa souffrance, on peut vouloir se libérer du silence, faire ressurgir la mémoire enfouie, s'émanciper de la honte qui affecte souvent les victimes de violences sexuelles. On peut vouloir s'affirmer avec fierté et effectivement, cette idée qu'on va afficher sa progression, sa reconstruction et la reconstruction du sens aussi à laquelle on a procédé est un élément qui revient souvent. Une autre dimension, c'est qu'on est en quête de reconnaissance, on est en quête d'un certain soutien social qui va s'exprimer sur les réseaux sociaux à coup de j'aime ou de je te crois, hashtag je te crois. Les victimes s'engagent dans un travail sur soi, dans une certaine transformation personnelle qui implique souvent des prises de conscience, pour ne pas dire une modification du sens de ce qui a été vécu pour y reconnaître une agression. Ça non plus, ce n'est pas évident. Pour reconnaître éventuellement une injustice, un problème à résoudre ou à combattre vers une transformation collective. Alors, elles veulent évidemment rompre l'isolement, parfois renégocier les relations avec l'entourage. On sait qu'une large part des violences sexuelles sont commises par un homme dans l'entourage des victimes. Elles vont chercher écoute, validation, empathie, etc. Elles veulent aussi bénéficier des expressions de solidarité féministe ou entre les victimes et les survivantes.
Et du coup, en phase avec cette dimension de féministe, de personnel et politique, les motivations derrière la révélation publique de sa propre victimisation ou l'identification d'un agresseur peut traduire une volonté de transformer le monde, ou en tout cas de contribuer à contrer la culture du viol. Donc, j'ai mis une citation extraite de l'étude de Thoer et Rousseau qui montre comment, quel genre de constat, quel genre de soutien elles peuvent, de validation elles peuvent retirer en témoignant sur les réseaux sociaux. La décision individuelle de participer à MeToo, par exemple, elle est fortement motivée par la volonté de former des communautés de solidarité. On peut y voir une sorte de passage du soi au nous. À savoir quel est ce nous, je ne m'engage pas là-dedans aujourd'hui. Je vois Francine Descaries dans mon angle. On peut vouloir, dans ces communautés de solidarité, donc développer, bénéficier de réactions aidantes. Là, je fais un peu le lien avec le mot-clé qu'on vous croit, qui a été développé par le regroupement des CALAX, donc qui est aussi s'assortit de tout un ensemble de pratiques aidantes, de réactions aidantes, quand on est exposé à une révélation publique ou privée même. Former des communautés de solidarité, c'est aussi vouloir donner aux autres le courage de briser le silence, de vouloir éviter qu'un individu fasse d'autres victimes. Et on peut y voir l'application d'une sororité, par exemple dans cette étude-là en France, entre étudiantes. Et le concept de feminist responsibility, donc vous voyez, c'est issu du travail de Carrie Rancher, de l'étude qu'elle mène de technoculture féministe nord-américaine et qui met en évidence l'éventail, la portée de cette feminist responsibility, donc un mélange entre des formes de responsabilité face à la culture du viol et une capacité de réponse via les médias sociaux, donc qui va mêler témoignages, conseils, culture de soutien, etc. À part la solidarité, l'autre dimension clé en ce qui a trait à la motivation de participer à MeToo, toujours selon cette méta-analyse, c'est la conscience féministe et donc que j'associe à cette volonté de contribuer à bâtir des espaces de conscientisation. Conscientiser le public, c'est une préoccupation qui est fréquemment mentionnée comme raison de participer à MeToo, mais aussi à agression non dénoncée, selon l'étude de Rousseau et Thoer. C'est la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances et de les partager. C'est d'outiller les victimes, les personnes à risque et le grand public. Donc, vous voyez bien comment, là, ce n'est plus seulement les victimes comme telles qui sont interpellées, mais c'est aussi leurs alliés, hein, toutes les personnes qui fréquentent ces espaces de conscientisation, ces communautés de solidarité. On veut encourager la mobilisation, hein, on veut viser le changement social. On n'est pas juste dans une lecture psychologisante du trauma, etc. On est dans des formes de militance aussi, il ne faut pas l'oublier, même si ce n'est pas que ça et qu'on peut participer à MeToo sans se considérer comme militante et sans mettre de l'avant un discours qui politise. Bon, alors évidemment, vous le savez, ce n'est pas un processus. J'ai marqué à l'issue incertaine, 70% des personnes interrogées ont fait état de réactions hostiles à leur publication sous la bannière MeToo, selon la méta-analyse. Donc, s'exposer comme victime, comme féministe aussi, n'est pas sans répercussions négatives. Vous pouvez très bien le concevoir.
Alors, je passe vite là-dessus. On fait face à la culture du viol que j'ai mentionnée, à l'antiféminisme ambiant, au backlash et à différentes formes de répression, de cyberharcèlement, etc. Il y a différents travaux là-dessus. On s'expose aussi, en dehors des réseaux sociaux, à être exposé, à être jugé et condamné même par son entourage, ce qui pose tout un ensemble de problèmes, sachant à quel point les personnes à qui on se confie dans son entourage immédiat sont déterminantes pour la suite du processus. Et dans les réseaux sociaux comme dans l'entourage, les risques de s'exposer au backlash sont décuplés quand on nomme son agresseur. Et surtout, quand celui-ci détient des ressources financières ou symboliques, notamment la notoriété, quand il bénéficie d'un capital de sympathie dans son milieu, dans sa famille. On a toutes et tous des noms en tête. Donc, quelle stratégie de protection les briseuses de silence vont-elles mettre en place? D'abord, il faut savoir que l'anticipation de conséquences néfastes du témoignage, la crainte de représailles, amène des victimes à ne pas participer au mouvement collectif de témoignage. D'autres vont envisager des moyens d'action qui leur assurent l'anonymat, qu'on peut concevoir comme une forme de bouclier. Elles vont privilégier l'action directe, je pense par exemple au Scratch au Mexique. Elles vont miser sur des listes d'agresseurs, exemple dit son nom. Elles misent surtout sur la solidarité entre les femmes et entre les victimes et sur le partage d'informations entre elles. Ce que, en général, le système juridique prend très mal. On a vu comment ça a influé dans le procès Ghomeshi. Bon, je ne m'attarde pas sur le détail concernant les exemples que je vous donne. Si jamais il y a des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je m'oriente vers la conclusion. Ah oui, il y a ça que je viens juste de découvrir. Are we dating the same guy? OK? Ça va me faire plaisir de vous en parler parce que je pense que c'est le prochain petit scandale qui va éclater. Quoique, il n'y a pas de célébrité. Alors, peut-être que ça éclatera pas. Mais je pense que vous commencez à voir un peu de quoi il s'agit. Bon, piste de réflexion plus sérieusement. En s'engageant dans un mouvement collectif, les victimes et leurs alliés peuvent avoir le sentiment d'être des agentes de changement, de contribuer à l'évolution des mentalités, à l'amélioration de la réponse judiciaire à ce problème persistant. Le déploiement et la circulation des mobilisations contre les violences sexuelles suscitent un ensemble de questions, en particulier sur leur efficience. Les actions socio-médiatiques de révélation publique des violences sexuelles peuvent-elles mener à des transformations substantielles, durables, structurelles, bénéfiques pour qui en fait? Pour celles qui correspondent au schéma de la victime exemplaire, pensons à Catherine Fournier, qu'en est-il de celles qui sont au bas de l'échelle, qui défient les normes de la respectabilité, ou qui tout simplement n'y correspondent pas? On doit mener des recherches pour mieux cerner les effets collectifs de ces différents cycles de mobilisation. Ce qu'on peut avancer, c'est que leur capacité de politiser la violence sexuelle, comme le demandent les féministes depuis au moins les années 70, la capacité aussi de ces pratiques-là de révélation publique, de générer des affects négatifs et des affects positifs, a provoqué, sinon des formes de conscientisation dans la société québécoise, beaucoup de conversations sur un ensemble de sujets concernant la violence sexuelle, la culture du viol, comme le montre notamment ma thèse. Les pratiques de révélation,
c'est assez simple de constater qu'elles agissent comme des détonateurs de réponses institutionnelles ou organisationnelles. Il y a plein d'exemples. Les tribunaux spécialisés, la loi 22.1, etc. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Je conclus en livrant juste quelques remarques, si c'est correct. OK. Bon, ben, ça va être des remarques très rapides. Bon, alors, j'ai mis pas seulement un féministe de mots-clics, je n'élabore pas. Je veux dire que j'ai tendance à penser que les tactiques qui sont activement perturbatrices sont davantage susceptibles de faire avancer une cause que les tactiques plus passives, comme les pétitions, par exemple. C'est en tout cas un consensus qui se dégage des écrits portant sur les impacts des mouvements sociaux. Et pour autant, à chaque scandale provoqué par des pratiques perturbatrices de l'ordre social, comme celles qui braquent les projecteurs sur les agresseurs, est-ce qu'on ne constate pas un glissement de la discussion autour des violences sexuelles vers la question des actions que les victimes et leurs alliés ont entreprises? Et c'est alors que les féministes, ou accusées comme telles, et non plus les violences ou la culture du viol, deviennent un problème à résoudre. Dans le même ordre d'idées, en tant que féministe, est-ce qu'on ne devrait pas s'intéresser davantage, suivez mon regard, à la possible recrudescence des poursuites en diffamation contre les victimes qui brisent le silence, que ce soit dans l'espace public ou en portant plainte, tout simplement. Et en ce sens, est-ce que les victimes ne se trouvent pas dans une situation intenable? L'examen des pratiques de dénonciation publique permet de mieux appréhender comment les victimes, d'une part, font face à une injonction culpabilisante à porter plainte aux autorités, et quand elles le font, d'autre part, elles doivent traverser un processus pénible qui a notamment pour conséquence la revictimisation. D'un côté, au vu des retombées collectives individuelles des pratiques de révélation publique, elles semblent avoir plus de succès à se faire entendre comme ça, en privilégiant les voix collectives qu'en passant par le témoignage individuel ou la plainte, mais d'un autre côté, elles font face au backlash. Et finalement, vraiment, je conclus, au-delà du scandale sur les modes d'action employés, la dénonciation publique des agresseurs, pour ce qui s'agit de cette pratique-là, elle me semble agir comme un révélateur, notamment des différents rapports de pouvoir qui structurent la culture du viol, mais aussi des difficultés des forces de l'ordre, des administrations institutionnelles, des entreprises, de l'ensemble de la société pour sanctionner la violence et éviter sa production et sa reproduction. Et ne serait-ce qu'à ce titre, il me semble justifié de considérer les briseuses de silence comme telles, mais aussi comme des lanceuses d'alerte. Et on peut s'attendre à ce qu'elles inventent sans cesse de nouvelles pratiques en tirant avantage des possibilités technologiques et, somme toute, de l'acceptabilité sociale accrue face à la révélation publique des violences sexuelles.